VOA Afrique. Cette semaine, dans Washington Forum, gros plan sur la France et la réforme sur l'immigration. Le projet de loi d'asile et immigration a été adopté à l'Assemblée nationale. Il entend réduire les délais de procédure d'asile, renforcer la lutte contre l'immigration irrégulière et sécuriser le droit au séjour des étrangers en situation régulière. Quelles seront les conséquences pour les migrants africains ? Un texte décrié par les organisations d'aide aux migrants. Pourquoi ? On en discute dans ce Washington Forum. Morgane Diriec, en votre compagnie, merci de suivre cette édition. La loi Asile et Immigration a pour objectif affiché une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, selon les termes mêmes du gouvernement français. Elle a été votée dimanche 23 avril au Sénat français par 228 voix pour, 139 contre et 24 abstentions. Abdourahmane Dia nous présente ici les grandes lignes de ce texte qui doit encore être signé par le président Macron. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. Concilier la lutte contre l'immigration irrégulière et sécuriser le droit au séjour des étrangers régulièrement établis dans l'Hexagone. C'est l'objectif que tente d'atteindre le gouvernement français. Parce qu'avoir un monde ouvert, dire que nous ne ferions pas la distinction entre ceux qui ont besoin de protection parce qu'ils sont réfugiés des théâtres de guerre, persécutés pour des raisons ethniques et religieuses, et puis celles et ceux qui arrivent ici poussés par la misère. Non, vous le savez bien, ce serait impossible de ne pas faire cette distinction. Et nous la faisons. L'une des mesures phares du projet est la réduction de la durée de traitement des demandes d'asile qui passe de 11 mois à 6 mois. Les demandeurs d'asile n'auront plus que 90 jours pour déposer leur dossier contre 120 jours actuellement. Le délai de recours a aussi été réduit à 15 jours. Le texte renforce la protection des jeunes filles qui risquent la mutilation sexuelle et les homosexuels. De même, le titre de séjour passe d'1 an à 4 ans pour certaines catégories de réfugiés. Mais la loi contient aussi d'autres mesures comme l'augmentation de la durée maximale de la rétention administrative, portée de 45 à 90 jours. Et l'assouplissement du délit de solidarité devrait satisfaire certains, dont la majorité et la gauche. Donc il y a des dispositifs dans le texte qui sont positifs, et puis il y en a d'autres qui avec une bonne intention de départ, qui est de réduire les délais d'instruction, mais vont, à mon sens, trop loin et nuisent à des droits de la défense pour les demandeurs d'asile. Une loi que l'extrême droite juge très généreuse, mais elle est critiquée par d'autres qui y voient une volonté d'accélérer les procédures de rapatriement, alors que la France a reçu 100 000 demandes d'asile l'an dernier. Voilà qui plante le décor. Accueillons sans plus tarder nos invités. De Paris, Geneviève Jacques, présidente de la CIMAD, une ONG qui défend les droits des migrants. Moustapha Tossa, analyste politique basé à Paris. Et Abdelaziz Moundé, journaliste indépendant et consultant en relations internationales. Merci à tous d'être avec nous. Alors, les partisans du projet de loi affirment qu'il s'agit de mieux accompagner les demandeurs d'asile et les réfugiés. Moustapha Tossa, quels sont leurs arguments ? Oui, avant de répondre à cette question, il faut simplement souligner un fait qui est inédit. C'est la loi la moins votée de tout ce qui a été voté jusqu'à présent sous la gouvernance Macron. Il y a eu un groupe de frondeurs à l'intérieur même de la République En Marche, des gens qui ne sont pas partis jusqu'à voter contre, mais qui se sont abstenus et qui ont laissé filtrer leur mauvaise humeur et leurs amertumes d'avoir à soutenir un tel texte. Alors, bien sûr, c'est une loi qui a eu cette caractéristique de déplaire à gauche, et notamment à l'extrême gauche,
et de déplaire à la droite et à l'extrême droite. C'est un point d'équilibre qui a été largement utilisé par le gouvernement Macron pour dire qu'il est dans le vrai. Alors, c'est une loi qui est censée, normalement, dans sa finalité, qui est censée dissuader et effacer cette impression d'appel d'air que certains peuvent ressentir en voyant l'arsenal juridique français, à savoir réduire la durée pour examen des dossiers de réfugiés. Ça veut dire procéder immédiatement à une justice expéditive et donc expulser à tout va et augmenter le temps de rétention administrative. Ça veut dire qu'on est en train de créer un certain nombre de situations très délicates. Donc c'est une loi qui ne plaît ni à gauche ni à droite, mais qui semble donner au pouvoir les moyens de dire et d'adresser un message à son opinion, comme quoi il prend cette problématique en main et qu'il veut absolument gérer ce qui est immigration, ce qui est asile et ce qui est insécurité sociale qui peut être une conséquence de tout ça. Alors une loi qui ne plaît à personne, mais qui plaît quand même à ceux qui l'ont soutenue. Quels sont les arguments qu'ils avancent? Par exemple, quand on réduit le délai d'instruction, selon le gouvernement, c'est de nature à aider les demandeurs d'asile. Oui, l'argument est le suivant. Quand on réduit le délai d'instruction, c'est qu'on ne crée pas de facto des gens qui attendent des années ou de longs mois et après ils reçoivent une réponse négative et on se trouve avec des situations, des imbroglios administratifs et humains. Donc une personne qui se présente pour examiner son dossier, dès le départ et le plus rapidement possible, l'administration doit lui signifier si elle est habilitée à recevoir le droit d'asile ou s'il n'est pas habilité à recevoir le droit d'asile, elle est habilitée à recevoir un avis d'expulsion. Donc elle n'a plus raison d'être. Et c'est là où les adversaires de cette loi estiment qu'il s'agit d'une machine à produire des avis d'expulsion, puisqu'on va pas se donner le temps nécessaire pour examiner les dossiers et qu'on va certainement, dans la foulée, même les gens qui sont légalement, légitimement en droit au droit d'asile, parce qu'il y a eu cette vitesse et cette rapidité, eh bien, on va les mettre dans le lot des gens à expulser. Ouais. D'où cette atmosphère d'expulsion massive qui est en train d'être générée par cette loi. D'accord. Alors justement, parmi ceux qui s'opposent à ce texte, Geneviève Jacques, vous êtes donc opposée. Et pour vous, la réduction des délais de procédure d'asile n'est pas une mesure qui permettra aux demandeurs d'avoir une réponse plus rapide. Pourquoi 90 jours, ce n'est pas assez ? Allô ? Est-ce qu'on a bien... Geneviève, est-ce que vous nous entendez ? Alors j'ai l'impression qu'on a perdu Geneviève, c'est très dommage. J'ai quand même d'autres questions, heureusement. Donc Abdelaziz Moundé, ces demandeurs d'asile sont donc démunis à leur arrivée en France. L'État leur offre-t-il un soutien matériel ? Oui, ces demandeurs d'asile sont le produit et la résultante d'une situation géopolitique particulière. Il y a eu un grossissement du nombre de demandeurs d'asile depuis 4-5 ans, compte tenu de la situation en Syrie, de la persistance d'un certain nombre de conflits qui sont à la fois des conflits de nature classique sur le continent africain, mais aussi des conflits qui sont liés aujourd'hui à l'environnement, à des batailles pour l'eau, etc. Et que la France, compte tenu de ce qu'elle a tout souvent fournit des conditions d'accueil relativement favorables aux demandeurs d'asile conventionnels, tout au moins, eh bien aujourd'hui, la France, compte tenu de ses restrictions budgétaires, a limité un tout petit peu les moyens qui permettaient à ces demandeurs d'asile d'être correctement pris en charge. Je pense que c'est un aspect également de ce débat et de cette discussion, puisque au sein de la majorité, les débats ont porté davantage sur la dimension comptable plutôt que sur la dimension humaine. Or, on sait très très bien que pendant longtemps en France, il y avait cette dimension humaine qui était mise en avant par les gouvernements de gauche. Et je rappelle qu'il y a une loi
sur l'asile qui a été votée en 2015 et une autre loi sur l'immigration qui a été votée en 2016 en France. Donc ça fait un cumul de lois parce que visiblement on n'arrive pas encore à endiguer ou à traiter le problème parce qu'il y a cette dimension que la France s'est donnée sur le plan international d'être une terre d'asile, une patrie des droits de l'homme, une terre d'accueil, mais également il y a des contraintes matérielles, financières et budgétaires qui sont mises en avant par le gouvernement Macron. Donc je pense que le point d'intersection et le point d'équilibre, puisque visiblement le gouvernement cherche l'équilibre, c'est de ne pas traiter les questions d'asile comme une sorte d'appel électoraliste vis-à-vis d'une frange de l'opinion qui n'est pas favorable à Macron. Je pense qu'il y a beaucoup d'arrière-pensée derrière cette loi. Macron a été voté à 24%, donc c'est très très faible au premier tour. Il a dû effectivement bénéficier d'un certain nombre de soutiens liés au fait que c'était le Front National qui était au deuxième tour en France. Donc vous voyez très très bien qu'il y a une intention électoraliste derrière qui n'est pas nouvelle puisque beaucoup de gouvernements de droite l'ont utilisée. Mais pour revenir vraiment principalement à votre question, la dimension comptable ne doit pas être mise en avant quand il s'agit des questions d'asile, d'autant plus que la France est un acteur dans un certain nombre de conflits, que ce soit en Libye où la France a porté le fer contre Kadhafi, ou que ce soit en Syrie où elle est un acteur privilégié aujourd'hui. Alors, pour revenir à cette offre, concrètement, il me semble que l'État français offre un hébergement aux demandeurs d'asile, offre aussi de la nourriture, mais le problème c'est que cette aide n'est délivrée qu'à partir du moment où ils formulent leur demande officielle, ce qui prend du temps puisqu'il y a évidemment des lourdeurs administratives. Alors parmi ceux qui souffrent le plus, il y a les Dublinés. Moustapha Tossa, qui sont-ils et pourquoi est-ce que leur sort est si difficile ? En fait, je suis vraiment la personne mal placée pour répondre à cette question parce que je n'ai pas réellement de données sur les profils qui sont en train de se présenter aujourd'hui. Tout ce que je peux, moi les questions que je suis particulièrement, ce sont les questions d'immigration en provenance des pays du Maghreb et des pays du Moyen-Orient, de la Syrie via la Libye. Ce dont vous me parlez, je ne les connais pas particulièrement et je ne me permettrai pas d'émettre un avis. Alors peut-être qu'Abdelaziz Moundé peut nous parler des Dublinés. Oui, les Dublinés, c'est une situation qui a vraiment fait l'objet de débats et de remous au sein de la majorité. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont déjà bénéficié d'un titre de séjour, ou bien qui ont été enregistrés dans un pays européen et qui, en France, pose un problème puisque la France est quasiment obligée de prendre en compte la situation de ces personnes-là, compte tenu de dispositions conventionnelles sur le plan européen. Donc cette situation également vient compliquer davantage ce que le gouvernement Macron vient faire finalement, puisqu'ils sont obligés de prendre en compte un contingent assez important aujourd'hui de réfugiés, puisque l'Italie, on le sait, un certain nombre de pays européens, à l'exception de la Hongrie, qui a vraiment été catégorique sur la question des réfugiés syriens, eh bien il y a un certain nombre de Dublinés très importants qui se retrouvent aujourd'hui sur le territoire français. Donc il va falloir traiter cette situation de manière très très particulière et je pense qu'on va aller vers une situation où si on n'a pas une régularisation, je dirais, massive, beaucoup n'aiment pas ce mot, eh bien on va avoir des drames humains assez lourds puisque ces Dublinés sont installés depuis un moment sur le territoire français en attente évidemment d'examen de leur situation. Voilà, parce que Geneviève, Jacques, c'est dommage qu'on n'ait pas à l'expliquer que les Dublinés sont des personnes qui arrivent en Italie, qui se font enregistrer. Je suis arrivée à vous rejoindre. Bonjour. Ah voilà, bonjour Geneviève. Alors on parlait des Dublinés. Je comprends, oui. Oui, voilà, qui se font donc enregistrer en Italie, mais il y a tellement de personnes là-bas que les gens vont en France et là, on leur dit qu'ils se sont déjà enregistrés en Italie et qu'on ne peut rien faire pour eux. Malheureusement, il faut qu'on passe donc à la pause. Donc on va, avant de reprendre cet échange, je vous propose de voir ce que pensent les Parisiens de ce projet de loi. Les images sont de Maxime Ropars et Kenza El Alaoui. Il permet d'accélérer les processus
on va dire, de gestion des immigrés ou des demandeurs d'asile, c'est plutôt une bonne chose d'abord pour les demandeurs d'asile qui ne sont pas dans l'incertitude. Qui ne reste pas dans l'incertitude en fait. J'ai l'impression qu'elle n'aura pas énormément d'effet sur la réalité des choses. Je ne suis pas trop d'accord pour mettre les deux sujets dans le même sac, dans le même plat, j'ai envie de dire. Après, raccourcir, oui, pourquoi pas, mais faire les bons choix. Je crois que c'est un réel besoin en France de fixer quelques règles, parce qu'il y a des gens qui se font beaucoup d'idées, on ne connaît pas le... Moi-même, je suis un peu laxiste dans ce domaine. Et je crois que cette loi, qui n'est pas, à mon avis, excessive ni dans un sens ni dans l'autre, sera utile. Moi, la question, c'est de savoir pourquoi ces personnes ont quitté leur pays pour aller ailleurs. La question devrait être envisagée dans ces termes. Pourquoi des hommes, des femmes, des jeunes quittent leur pays pour aller ailleurs. Et le jour où on aura cherché à aborder cette question dans ce sens, je pense qu'on pourra aller vers une solution viable et durable. Alors voilà pour l'avis des Français. Je vous propose qu'on marque une courte pause. Washington Forum revient tout de suite. De retour avec vous, Morgane Guiriec. Gros plan sur la loi Asile et Immigration votée en France en début de semaine. Pour en parler de Paris, Geneviève Jacques, qu'on a perdu, mais c'est quand même la présidente de la CIMAD, une ONG qui défend les droits des migrants. On espère qu'on va la retrouver. Moustapha Tossa, analyste politique basé à Paris également. Et Abdelaziz Moundé, journaliste indépendant et consultant en relations internationales. Alors, les demandeurs d'asile venant du Soudan ou d'Érythrée ont un fort taux de protection. Ils ont donc plus de chances de se voir accorder l'asile. Par contre, le taux est faible pour l'Afrique de l'Ouest. Alors, Abdelaziz Moundé, comment expliquer ces disparités? Puisque finalement, en Afrique, il y a beaucoup de pays qui font face à des situations politiques instables et qui mettent en insécurité la population. Pourquoi plus l'Érythrée et le Soudan et pas les autres? Oui, parce qu'ils font une différenciation entre les conflits de basse et de haute intensité sur le continent africain. Il se trouve qu'un pays comme l'Érythrée a été classé par le ministère des Affaires étrangères françaises depuis un certain nombre d'années comme étant liberticide, évidemment instable, mais liberticide. Il y a donc beaucoup d'Érythréens qui partent d'Érythrée, vont en Éthiopie, transitent par la Libye et puis finalement arrivent en Europe par l'Italie. Donc ces gens-là, ces personnes qui viennent d'Afrique sont considérées comme prioritaires parce qu'il y a un classement qui est fait, depuis 10 ans en France, il y a une différenciation par zone et le paroxysme de ce classement a été fait sous l'ère Sarkozy où il y avait par exemple des situations où on estimait que dans un pays, on peut déplacer des populations d'une région instable à une région stable. Et donc une personne qui viendrait, disons, du Cameroun, aujourd'hui il y a une situation d'instabilité dans la partie anglophone du Cameroun, on se dit qu'une personne qui part de Bamenda peut être très bien s'installer à Bafoussam ou à Yaoundé dans des zones où il n'y a pas de conflit ou de guerre civile comme dans le cas de pays comme la Somalie. Donc cette différenciation-là, elle vient renforcer encore le Capharnaüm, elle vient encore renforcer et compliquer énormément la situation puisque on a des pays qui sont instables samedi, qui sont stables dimanche et puis dans un cycle comme ça répétitif, on a des situations qui changent d'un moment à l'autre. Donc, ce critère n'est pas pertinent.
le critère le plus pertinent et décisif, c'est la mise en cohérence en France, vraiment d'une vraie politique qui privilégierait, de mon point de vue, deux choses. La première, c'est une situation internationale qui prend en compte les positions de la France dans le monde. On ne peut pas, comme je le rappelais tout à l'heure en début de propos, on ne peut pas avoir été un acteur majeur de la situation de ce qui s'est passé en Libye et puis également de ce qui se passe en Syrie sans s'attendre à ce qu'il y ait une arrivée massive de population de ces zones-là. Deuxièmement, concernant l'opinion publique française, il faut faire attention à faire des lois en fonction de visées électorales. C'est pour cette raison que plus on fait des lois, plus on a cette accumulation législative, moins la situation est traitée. Et on a encore besoin, à chaque mandature, à chaque législature, d'empiler les lois les unes sur les autres. Alors, beaucoup de politique derrière ces tristes réalités humaines. Le projet de loi allonge la durée maximale de rétention des étrangers en attente d'expulsion à 90 jours. Moustapha Tossa, quel est l'objectif de cette mesure ? Oui, mais avant de répondre à cette question directement, je voudrais réagir par rapport à ce qui vient d'être dit. Moi, je crois que le facteur culpabilité historique de la France ne fonctionne plus maintenant. Et les Français ne prennent, ou en tout cas les derniers gouvernements ne prennent plus ou n'élaborent pas des lois et des visions en fonction de ce qui a été leur responsabilité historique ou même immédiate. Tout à l'heure, la question de la Libye a été citée. Donc il faut prendre ça en considération pour comprendre un petit peu ce qui est en train d'être fait. Par rapport à la rétention administrative, et c'est ça une des critiques acerbes et majeures que ceux qui s'opposent à cette loi, notamment à gauche, à cette loi, c'est justement que ça peut donner des pouvoirs extrajudiciaires à un certain nombre d'administratifs. On peut assister à des abus, on peut assister à des choses qui ne vont pas dans l'intérêt des gens qui sont là en train de demander de l'asile. Et là, ça a été perçu comme une manière de renforcer gratuitement une discipline ou une mesure qui finalement n'apportera rien parce que le gouvernement dit que l'objectif c'est de pouvoir expulser plus facilement. Oui, l'objectif est de pouvoir expulser plus facilement, mais expulser en prolongeant la rétention administrative de cette ampleur-là. Ça, il y a d'autres arrière-pensées qui peuvent naître. Et d'ailleurs, c'est un des points faibles de cette loi. Ceux qui s'y opposent, notamment les organisations de droits de l'homme, notamment les partis de gauche, reprochent au gouvernement d'avoir cédé à cette facilité. D'ailleurs, ce qui était intéressant à noter, et là je relis deux actualités, celle de la loi Asile et Immigration et celle de la visite d'Emmanuel Macron hier et avant-hier à Washington. Il y avait une phrase qui a été prononcée par Donald Trump en félicitant Emmanuel Macron sur ses mesures contre l'immigration, qui a été très mal perçue et très mal vue ici à Paris. Quand on reçoit des félicitations de Donald Trump, qui n'est pas un exemple d'accueil d'immigration en terre américaine, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. En France, quand certains articles de la loi ont été applaudis par l'extrême droite, par notamment Marine Le Pen, et il y a eu quelques articles qui ont été votés, là aussi ça donne une idée de ce que cette loi a de dur et pas assez généreux. Et donc il y a beaucoup de gens à l'intérieur même de la République en marche qui ont marché avec Emmanuel Macron jusqu'au pouvoir et qui se disent aujourd'hui, nous n'avons pas voté, nous n'avons pas élaboré tout ce projet politique pour finalement être applaudi par Marine Le Pen sur l'immigration ou par Donald Trump sur l'immigration. Donc il y a là un vrai malaise et on n'a pas encore une idée précise sur les conséquences politiques et comment cela va être traduit sur le terrain, un tel malaise politique, un tel dysfonctionnement à l'intérieur de la famille de la République en marche. Alors Geneviève, Jacques, quelles sont les conditions de détention dans ces centres où on va probablement passer plus de temps dorénavant ? Je suis d'accord avec ce que je viens d'entendre et l'ACIMAD, nous sommes présents aux côtés des personnes étrangères pour de l'assistance juridique depuis 30 ans. Et nous sommes donc bien placés pour savoir que au bout d'une quinzaine de jours, le taux d'expulsion tombe à 2%. C'est-à-dire que au-delà d'une quinzaine de jours,
on ne peut plus, l'État ne peut plus expulser les gens parce que les pays d'origine refusent de donner des laissez-passer. Et le doublement du temps de la rétention, qui est actuellement de 45 jours, que nous dénonçons déjà comme excessif, parce qu'il y a une dizaine de jours qui servent à rien du tout. Ce doublement jusqu'à 90 jours va rajouter, d'un point de vue de l'efficacité, ça va être marginal. Mais par contre, ce qui ne sera pas marginal, c'est l'augmentation des tensions internes, de l'augmentation des traumatismes internes, et nous constatons déjà un certain nombre de personnes désespérées, parce que, encore une fois, on l'a dit, ce sont des personnes qui n'ont commis aucun délit, simplement ils n'ont pas les bons papiers, et ils sont tellement désespérés qu'on voit beaucoup d'automutilations ou même de tentatives de suicide. Alors, l'idée que ce temps sera doublé, l'idée que l'on pourra même placer des enfants mineurs en centre de rétention pour des durées, même si elles ne sont pas de 90 jours, qui restent inacceptables, ça nous paraît une mesure à la fois d'aveuglement, pratiquement aveuglement idéologique, pour donner l'impression qu'on montre les muscles et que vous allez voir ce que vous allez voir, on va expulser davantage. Là, le passage inhumain à beaucoup d'égards et inefficace par les centres de rétention, par ces lieux de privation de liberté pour renvoyer les gens, est une mesure que nous condamnons. Alors, ça ne va pas changer grand-chose, mais ça permet quand même de pointer du doigt quelque chose. C'est qu'en France, les avis d'expulsion ne sont pas forcément suivis d'actes. On est à peu près à 14%. Comment l'expliquer? C'est difficile d'expulser? D'abord, ce que je veux dire sur les centres de rétention, c'est que d'après nos statistiques les plus récentes, plus de 40% des personnes qui sont arrêtées dans la rue et placées en rétention parce qu'ils n'avaient pas les bons papiers, plus de 40% sont libérés par les juges parce que pour un certain nombre d'entre eux, ils n'avaient rien à faire en centre de rétention, ils étaient malades ou quelque chose comme ça, ou parce que les procédures ont été illégales. Vous voyez que c'est l'État lui-même qui met des gens qui n'ont rien à faire en centre de rétention, et qu'ensuite, cette possibilité d'expulser les gens à partir des centres de rétention est ridicule en termes de nombre. Donc, si les gens ne partent pas, quand on leur a donné une obligation de quitter le territoire, c'est parce que ces mesures d'obligation de quitter le territoire, pour un certain nombre d'entre eux, sont simplement inimaginables. Quand il s'agit de gens, et nous sommes dans la période actuelle, d'hommes et de femmes qui ont subi tout le parcours de traversée du Sahara, pour beaucoup d'entre eux, tout le calvaire qu'ils ont subi en Libye, la Méditerranée, les conditions impossibles en Italie, et qu'ils arrivent en France, et que là, on les amène dans des centres de rétention où on leur donne des obligations de quitter le territoire. Après tout ça, les gens ne veulent pas partir. Oui. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que ces personnes, finalement, se retrouvent sans statut, ne vont pas être régularisées et ne vont pas pour autant rentrer chez elles. Ce que nous dénonçons, encore une fois, à partir de ce que nous voyons sur le terrain, c'est que certaines dispositions les plus répressives de ce projet de loi vont avoir comme condition, Geneviève, malheureusement c'est la fin de cette émission. Quel dommage de vous avoir eu seulement en cours de route. Moustapha Tossa, Abdelaziz Moundé, merci d'avoir participé à cette discussion. Merci à tous ceux qui ont suivi et à l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Au revoir.